L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez retrouver des ressources sur notre site dites-je-suis-là.fr en composant le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Olivier Delacroix est un journaliste, documentariste et animateur français, connu pour son émission Dans les yeux d'Olivier sur France 2, où il explore des parcours de vie, des témoignages intimes et des sujets de société. Il est également présent sur YouTube et Twitch, poursuivant sa démarche de journalisme humain et empathique. Son premier roman, Le syndrome de l'imposteur, raconte le combat contre le sentiment d'inadéquation et la quête de légitimité, tout en égratignant le monde des médias. Reconnu pour son écoute et son empathie, Olivier Delacroix transforme les histoires personnelles en récits puissants et universels. Olivier, merci de nous accueillir. Tu es à la fois journaliste, réalisateur, animateur, avec une ligne directrice qui traverse tout un tas de projets, d'idées. Tu donnes souvent la parole à celles et ceux qu'on entend trop peu. Comment tu arrives à porter toutes ces casquettes et qu'est-ce qui nourrit cette énergie, cette envie d'aller à la rencontre des autres? Question un peu généraliste. Je crois en fait que, tu sais, j'ai écrit un livre qui sort le 29 janvier qui s'appelle « Le syndrome de l'imposteur », du syndrome à la résurrection. C'est un roman et ça m'a permis vraiment dans un roman, tu mets beaucoup de choses de toi et ça m'a permis de balayer, ayant eu ce syndrome de l'imposteur moi-même très tôt, ça m'a permis de balayer toute ma vie et donc de m'apercevoir combien l'autre avait toujours été au cœur de mes préoccupations. Et la première des préoccupations, c'était de me construire. Et comment se construire seul sur une île déserte? Impossible. Si tu me mets avec toute l'intelligence, ou si on te met sur une île déserte, avec toute l'intelligence que sera la tienne, avec toute l'intelligence que sera la mienne, il y a de grandes chances pour qu'on sorte au bout de ces 20 ans pas très construit. Et l'autre, en fait, est au cœur de ma construction. C'est instinctivement que je l'ai ressenti. Et donc, j'ai toujours eu une appétence pour le dialogue. La conscience de l'autre aussi est quelque chose qui est très présent dans mon existence depuis que je suis enfant. Donc, les choses se sont faites naturellement ensuite pour faire de mon métier celui d'échanger avec les invisibles, ou en tout cas les moins visibles, parce que on est aujourd'hui au moment où on se rencontre. Il y a quelques années qui nous séparent, tes collaboratrices et moi, et toi, bien évidemment aussi, tu es jeune. Moi, j'ai connu un monde où l'humilité, où les extrêmes étaient moins présents, où les extrêmes étaient moins là, où les gens choisissaient moins les extrêmes. Et en fait, où, je dirais, le milieu, l'équilibre était quelque chose qui s'opérait naturellement. Je crois que les réseaux sociaux ont amené cette bataille rangée qui fait que la violence d'un mot, d'une phrase, d'une attitude en chasse une autre. Et c'est la course au choc, c'est la course aux blessures, c'est la course au combat, aux guerres. Moi, au milieu de tout ça, j'ai décidé de continuer de rester le plus centré possible et de m'adresser à des gens qui finalement représentent 95% de la population, c'est-à-dire des gens normaux qui affrontent des vies normales, des existences normales. Et avec qui tu prends plus le temps? Le temps de les laisser s'exprimer dans cette société qui va si vite. Je crois qu'à travers les différentes choses que je fais, que ce soit
sur ma chaîne YouTube, Olivier Delacroix officiel, où j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube, sur Twitch, tous les soirs de la semaine, dans les jeux d'Olivier. J'échange toujours avec des anonymes et je fais en sorte que la parole de ces anonymes soit relayée. C'est mon job, c'est ma mission. Tu vois, j'ai la chance de faire ce métier qui est de parler avec les autres. Donc voilà. Bravo en tout cas pour ton travail. On va peut-être aller faire un petit focus sur le sujet qui nous importe aujourd'hui. Dans tes documentaires, dans tes émissions, dans tes interventions, tu t'es souvent retrouvé face à des histoires de vie bousculées, parfois marquées avec une crise suicidaire. Ouais. Avec ton regard d'intervieweur, comment tu décrirais ce moment où tu as la personne qui bascule et qui va accepter de se confier sur ses idées de suicide, chose pas forcément évidente. Je crois qu'en fait, tout se passe dans le rapport de confiance que tu arrives à établir avec l'autre, quoi. Moi, je pense que plus généralement, depuis le début de Dans les yeux d'Olivier, les gens que j'interviewais, tu sais, quand tu vas passer dans une grande émission, alors je dis grande émission parce que c'est sur la chaîne premium du groupe France Télévisions, c'est sur France 2, et quand tu passes en deuxième partie de soirée sur France 2, c'est quelque chose d'important. Il y a plusieurs millions de personnes qui regardent tes émissions à chaque fois. Pas plusieurs millions, mais au bout du compte, oui. Oui. Mais le soir, il y a 800 000, parfois 1 million, et ensuite avec Internet, les replays et tout ça, oui, il y a des millions. Et c'est un acte courageux, mais c'est aussi témoigner, c'est aussi quelque chose qui te pose question. Donc généralement, les gens se sont toujours renseignés sur moi avant de me rencontrer, même si moi je les appelle avant, parce que je pense que c'est toujours très important qu'ils entendent ma voix, qu'ils échangent quelques mots avec moi, qu'ils voient que je suis réel et pas juste ce visage qu'on voit dans la télévision. Je crois que c'est très important ça, parce que en fait, ce rapport de confiance, il se construit sur aussi des points que nous pouvons avoir en commun. Les épreuves que j'ai traversées m'ont rendu peut-être plus visible à leurs yeux, à eux. Les épreuves que j'ai traversées avec la mort de mon fils, avec le suicide de mon père, m'ont aguerri. Je suis resté vivant parce que j'aurais pu mourir. Et j'ai décidé de rester debout. J'ai décidé... alors, est-ce que ça se décide ou pas, ou est-ce que la force qu'on a en nous, l'instinct de vie, fait des choses de manière inconsciente, je pense aussi. Mais en tout cas, les épreuves t'aguerrissent. Tu sors plus fort des épreuves. Tu sors des épreuves avec une meilleure connaissance de toi-même. Et donc, du coup, comme dans les yeux d'Olivier, généralement, j'interviewe des gens à qui il est arrivé un certain nombre de choses difficiles. Il y a tout de suite une connexion, on se reconnaît. Il y a une connexion entre gens qui savent ce que c'est que la souffrance, qui savent ce que c'est que le combat, qui savent ce que c'est que d'avoir dépassé des limites, des frontières qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir dépasser avant que ça leur arrive. Parce que je suis persuadé qu'en chacun de nous, il y a une énergie, quelque chose que nous ne connaissons pas, mais qui nous permet de nous aguerrir et de nous surpasser dans l'épreuve. Donc un chemin vers la guérison, finalement, avec cet échange entre vous deux qui permet d'exprimer la souffrance. Ça permet bien évidemment d'exprimer la souffrance, mais si tu veux, tu me parlais de qu'est-ce qui fait qu'il y a ce contact.
Parce que tu le vois à la télé Ouais. ou à la radio, tu as plein de gens qui veulent poser des questions, qui veulent faire du témoignage. Et, mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Ou si, ça se fait, mais après, ça rend un truc un peu fadasse, un peu que tu passes tous les jours comme ça. Bon. T'es moins dans l'immédiateté. Ce que je veux te dire, c'est que moi, Ouais, je prends le temps des choses. T'es moins dans l'immédiateté, t'es plus sur la réflexion. Et Je suis dans le temps aussi. Dans le temps. Ouais. Je reste 3 jours avec la personne que j'interviewe. Je ne l'interviewe pas en une demi-heure, 20 minutes. On prend le temps avant de lancer le rec des caméras. Et puis, il y a aussi, comme je te dis, ce lien de... Je pense que quand tu as quelqu'un en face de toi qui sait que tu sais, ça change beaucoup de choses dans la confiance qu'elle te porte. Et je pense que c'est ce qui a fait le sel de tous ces entretiens dans les Jeux d'Olivier. Mais aujourd'hui encore sur Twitch, je le vois, il y a des gens qui me racontent des choses incroyables pour la première fois de leur vie. Encore la semaine dernière, j'ai eu une jeune femme qui me racontait parler pour la première fois, parce qu'elle me connaissait depuis qu'elle avait 11 ans. Elle en avait 26 ou 27 aujourd'hui. Et elle me dit, j'ai attendu ce moment pour vous parler à vous. Et donc, tu vois, ce genre de témoignage m'émeut et en même temps me touche énormément parce qu'il y a une confiance qui m'est apportée un peu comme un cadeau. Me faire confiance, m'offrir cette confiance, c'est pour moi très important. Donc, je pense que voilà, cette confiance, elle est nécessaire si tu veux aller loin dans l'écoute et puis le témoignage de la personne qui est en face de toi. Si tu n'as pas sa confiance, les choses vont rester en surface et tu n'auras que le récit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de plonger et comme le travail que vous faites, d'essayer de comprendre un peu plus le fonctionnement, comment on en est arrivé là, pourquoi à ce moment-là on a réagi comme ça. Et puis souvent quand on parle quand on échange, on s'aperçoit que c'est comme une séance chez le psy. On arrive à découvrir des portes ou des sentiers qu'on n'avait pas obligatoirement pu voir parce qu'on était tout seul à avancer, à se battre, à se battre. Donc du coup, c'est ce pourquoi ces entretiens donnent parfois la force qu'ils ont. Et la force de se confier. Merci beaucoup. Tu le rappelles souvent que le lien humain est vital. On parle beaucoup de lien social. J'ai dit que je suis là depuis plusieurs années. Dans une crise suicidaire, pour toi, en quoi la présence du proche peut-elle changer la trajectoire d'une personne ? Je parle de ta situation, de tes situations personnelles que tu as pu vivre, ou je parle aussi de personnes que tu as pu croiser, des amis, des conjoints, qui auraient joué un rôle décisif par quelques mots, par une écoute, ou parfois même juste par une présence, pour dépasser, pour arriver à dépasser cette souffrance. Je suis tenté de te répondre 2 choses qui sont radicalement différentes l'une de l'autre. La possibilité de détecter et d'aider, et en tout cas d'agir. Et puis l'autre, c'est de te dire que tu peux très bien avoir détecté, savoir qu'il y a un risque et que tu ne pourras rien y faire. Dans mon cas, puisque mon père a mis fin à ses jours, que j'étais très proche de mon père, que je pense, sur la fin de sa vie, être encore plus devenu son confident, parce que j'étais son confident. Il m'a mis très tôt dans des histoires de vie qui m'ont même, je pense, un peu abîmé.
parce que justement, il s'est confié à moi alors que j'avais à peine 8 ans, sur des choses qui, je crois, qu'on ne confie pas à un enfant de 8 ans. En fait, en tout cas, on ne lui pose pas ça sur les épaules. Mais ce qui a peut-être joué aussi dans cette décision de mettre fin à ses jours, au bout du compte. Mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard. Ce que je veux dire, c'est que mon père, j'étais très attentif à lui. J'avais beau être très alerte, et j'ai rien pu empêcher. J'étais très proche de mon père. Je lui avais posé la question plusieurs fois. À 8 ans? Non. À la fin, Après. lorsque mon père fait une grosse dépression, je le vois descendre. Et, Pendant combien d'années comme ça? pendant 2 ans. Avec une dernière année particulièrement difficile, où je le vois vraiment sombrer. Tu sais, la dépression, c'est quelque chose d'horrible parce que, à l'époque, je me souviens, on était en train de créer un bar à Évreux. Et je me souviens la veille de son... Non, pas la veille de son suicide, parce que la veille de son suicide, il était calme comme on ne l'avait jamais vu. Il était bien, il était heureux. Calme avant la tempête. Calme avant la tempête, exactement. Un truc incroyable. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis des mois. Et on avait dîné, mon frère, ma mère, mon père et moi. Et ce dîner avait été joyeux. Et même, c'était une grande joie pour nous de le voir comme ça et de se dire oh, il va mieux. Il est en train de... Et mon père, en fait, avec le lien que j'avais avec lui, je pouvais lui poser la question, mais tu as pensé à mettre fin à tes jours, tu as été habité de cette pulsion. Et il m'avait dit oui, mais les 2 fois où c'est venu, je t'ai appelé. Ce qu'il avait fait. D'ailleurs, un jour, j'étais rue Le Pic, là, chez De Chavannes, avec qui je bossais, et il m'avait appelé, et je me rappelle que j'avais pris ma voiture, et j'ai failli me tuer sur la route, parce qu'il m'avait appelé, et je savais que c'était ça. Il m'avait dit, viens. Je savais que c'était un appel au secours, et je savais que c'était pour ça. Donc, tu sais, quand une personne se suicide, on sait combien la culpabilité des proches. Si j'avais dit, si j'avais fait ci. Mais en fait, on s'aperçoit que malheureusement, non. Il y a une souffrance à un moment tellement immense, tellement dense, tellement irrespirable, insupportable, que les gens décident de mettre fin à leur jour. Ce qui a été le cas de mon père. Parce que je peux te dire que la veille, il savait que le lendemain, il allait mourir. Ce qui est incroyable, ce qui est terrible quand tu y penses. Bon, ça, c'est le côté que j'ai malheureusement vécu, mais que je ne suis pas un exemple, je suis un proche d'une personne suicidée comme tant d'autres, et avec tous les regrets que j'ai, parce qu'il n'a même pas connu ma carrière, on aurait pu faire plein de choses ensemble. J'aurais tellement pu l'aiguiller sur bien d'autres choses de la vie, parce que la vie est tellement dense et tellement formidable que on aurait pu faire des choses formidables ensemble, et parce que c'était un mec extraordinaire. Et voilà, plein de regrets quand l'après arrive. Maintenant, il y a la situation d'être attentif aux autres. J'étais, il y a 1 an, pile, j'ai été convié par une association de... Alors, je ne me souviens plus du nom de l'association, ils m'en excuseront, mais par des éclaireurs sur la santé mentale. C'est une association qui forme des gens à repérer les gens qui vont mal dans notre société et aller les voir
pour leur dire comment ça va, je te regarde. Puis, tu vois, enfin, une espèce de relais citoyen. Vous retrouverez, parce que Premier secours en santé mentale ou... c'est pour la santé mentale, mais D'accord. c'est un truc assez important. Hein. Il y a D'accord. des formations pour les personnes qui doivent justement repérer ces personnes qui vont mal, et c'est n'importe qui. Hein. Des personnes lambda, c'est ce que j'avais demandé. Voilà, ouais. n'importe qui. Et justement, en fait, on avait parlé des proches de personnes fragiles, en danger, possiblement en danger, parce que c'est jamais déjà la conception pour quelqu'un qui est vivant, pour quelqu'un qui, même s'il a des emmerdes dans sa vie, même si c'est compliqué, n'a pas cet instinct de mort en lui, tu vois, ne mettra jamais fin à ses jours. Alors, en même temps, je dis ça, mais personne ne peut jurer un jour ne pas vivre cette pulsion-là, parce que mon père était quelqu'un qui adorait la vie et qui pourtant a mis fin à ses jours. Et je pense que 3 ou 4 ans auparavant, tu l'aurais dit, tu tenteras de te suicider ou tu te suicideras, il t'aurait rayonné, en tout cas il t'aurait pris pour un fou. Donc ça veut dire que la dépression, quand elle t'attaque, quand elle te réduit à l'état de Locke, ou en tout cas de plaie humaine, peut t'amener à mettre fin à cette douleur-là. Donc les proches, quand on est proche de quelqu'un qui est fragile, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. C'est-à-dire que moi, je suis tellement impacté par ce qui m'est arrivé, et j'étais tellement proche de mon père et tellement alerte, et pourtant c'est arrivé. J'en discutais avec les gens du 31-14 parce que j'ai fait d'abord un dans les Jeux d'Olivier sur le suicide qui est passé en 2025. On invite à aller voir d'ailleurs en replay sur... D'accord, tu l'as France vu. Télé. Donc tu vois le 31-14, tu vois l'approche qu'on peut avoir, que peuvent avoir ces infirmiers psy, qui est toujours, je trouve, une approche très, très subtile. Mais souvent, ils ont des proches aussi, auxquels ils doivent répondre, qu'ils doivent un peu guider dans le... Tout à fait. Moi, je pense que quand on est proche de quelqu'un qui est fragile, ou en tout cas dont on soupçonne qu'il peut passer à l'acte, je crois qu'en premier lieu, il faut se rapprocher de médecins qualifiés en la matière. Parce que si on pense pouvoir résoudre ça, ne serait-ce qu'avec des échanges entre gens de la famille ou entre proches, ça peut marcher. Hein, je suis, C'est déjà un grand pas. Mais c'est déjà un grand pas de parler avec l'autre, bien évidemment. Oser parler. Oser, comme je l'ai fait avec mon père, poser la question frontalement. Parce que ça peut donner un certain nombre d'indications importantes. Je pense, tu vois, que mon père n'a pas eu cette chance d'être pris en main par quelqu'un de sérieux. En fait, à l'époque, je bossais avec De Chavannes et un de ses amis, dont je tairai le nom parce que il sait combien je le hais. Mais cet homme psychiatre n'a pas du tout pris au sérieux l'histoire de mon père. Il a traité ça d'une manière, mais showbiz, tu vois. Je sais pas, enfin le mec a perdu pied, quoi. Et je sais qu'il s'est mal occupé de mon père. Ça a contribué à faire plonger encore plus mon père. Et je pense que... Alors, on m'a dit qu'après le suicide de mon père, il avait arrêté. D'abord, il avait peur de moi. Parce qu'il savait que si je le croisais, ça se passerait très mal. Mais on m'a dit qu'il avait arrêté, après le suicide de mon père,
il avait arrêté d'exercer. Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai plus jamais eu trace de ce mec. Mais qui était psychiatre, hein, réellement, hein, qui était... voilà. Il lui avait donné, je te dis par exemple, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand je dis les proches doivent parler avec la personne fragile et emmener au plus vite leurs proches auprès d'un psychiatre, de quelqu'un dont c'est le métier, ce qui se passe là-haut, pas un généraliste. Pourquoi ? Je te donne l'exemple, les généralistes, à l'époque, hein, donnaient du Prozac. Du Prozac. Le Prozac peut très bien passer, mais le Prozac peut très bien, très très mal passer. Et je pense qu'un généraliste n'a absolument pas les qualifications pour soigner quelqu'un qui est en danger de mort. En tout cas, qui est prêt à passer à l'acte. Alors, tu parles peut-être de l'effet des antidépresseurs qui peuvent faciliter un passage à l'acte lors de leur introduction. Exactement. C'est ça que tu veux dire, ouais, sans doute. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas un spécialiste du suicide. Non, mais je voulais repréciser pour ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est ça. Ça avait eu l'effet sur mon père il m'a dit, je me rappelle très bien, il m'a dit, ça me rend fou, Olivier, ça me rend fou. Je ne savais plus quoi faire. Et je me rappelle de la tête de ce psychiatre qui m'avait rigolé au nez. Bon, tout ça rentre dans un contexte de ma vie à l'époque. Voilà, un autre contexte. Mais en tout cas, mon père n'a pas été bien pris en main. On espère que de nos jours, les généralistes sont un peu plus sensibilisés. Alors, je pense qu'ils sont sensibilisés et surtout grâce, j'allais dire au 31-14, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de liens qui se font et de formations qui font que, vu le désert médical que la France affronte aujourd'hui, il faut que les généralistes soient formés, bien évidemment, pour les premiers soins, je dirais. Mais après, voilà, quand on est un proche d'une personne qui est en souffrance, je pense que c'est vraiment le dialogue qui doit primer. Alors bien évidemment, toujours en dosant les choses, parce qu'il ne faut pas être il ne faut pas envahir, pénétrer la bulle de l'autre de manière violente ou de manière rapide. Il faut être empreint de subtilité, de douceur. Mais je pense qu'en premier lieu, quelqu'un qui est fragile ne voit plus clair dans sa vie, ne voit plus les choses comme nous pouvons les voir quand on va bien. Tout à fait. Donc je pense, moi, que, au même titre que les éclaireurs dont je te parlais tout à l'heure, qui peuvent aller voir quelqu'un dans un bar ou dans la rue, dont on voit qu'il ne va pas bien, et aller lui dire juste « Comment allez-vous ? Ça va ? Je vous ai observé. » Alors, moi, j'ai une technique, c'est que c'est souvent dans les commerces où je me rapproche de la personne qui me semble ne pas très bien aller, et en fait, j'attends qu'il soit à la caisse. Et souvent, en fait, il y a un échange avec la caisse. Et là, je me permets, de me glisser. Parce qu'il y a toujours un « ça va et tout, vous voulez vous payer en carte » ou comment ça va aujourd'hui ? Tu sais, parce que les caissières, je te prends l'exemple de mon G20, les caissières qui sont en bas, elles demandent souvent aux clients « alors ça va aujourd'hui ?» parce que c'est dans le quartier et tout. Ouais. Et donc, du coup, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui dit « bof, aujourd'hui… Et là, j'enchaîne. Alors, comment ça se fait ? Et hop, tu vois, j'essaie de me glisser. Alors, je peux très bien tomber sur quelqu'un qui n'est pas habitué. Parce que qui n'est pas habitué et qui va se dire, mais c'est qui lui, s'il ne me connaît pas en plus, avec ses cheveux et tout, qu'est-ce qui se passe ? En plus, comme je suis assez balèze et que je mets une doudoune en ce moment pour me protéger du froid, ça peut faire un peu... tu vois, homme des cavernes, d'un seul coup qui vient de parler, tu vois, mais en fait, j'essaie toujours de soit un regard, soit... Je pense que c'est très important de montrer
aux autres que tu les vois. Montrer aux autres que tu les vois. Cette phrase, elle me paraît tellement insensée à prononcer, mais c'est juste la réalité d'aujourd'hui. Les gens ne te voient pas. Les gens, regarde-les, observe-les, même en train de faire leurs courses, dans la rue, ils regardent leur téléphone, ils regardent par terre, ils ne te regardent pas. Regarde le nombre de gens qui te regardent dans les yeux. Et je te promets que tu vas être très surpris. Les gens ne se regardent plus. Les gens, alors, ils ont peur. Peur, voilà. Et la peur, elle crée le retrait sur soi-même. La peur, elle amène des situations comme celle qu'on aborde aujourd'hui. La peur, elle amène la solitude. Et puis, la solitude, elle amène des situations où tout à coup, tu te dis, c'est quoi cette vie de merde? Voilà. Donc, nous, tous, on doit être en mesure de recréer le dialogue avec des gens qu'on ne connaît pas obligatoirement. En plus, moi, je trouve ça très agréable de... Tu vois, là, il y a une chaîne Twitch, enfin, il y a mon studio Twitch qui est là. Tous les soirs, je reçois, alors, pour l'instant, au téléphone, mais à partir dans quelques semaines, il y a des gens qui vont venir ici. Je te prends le dernier exemple. Il y a 3 jours, j'étais au tabac du coin et moi, j'allais pas très bien ce jour-là. J'avais pas le moral parce que, voilà, comme tout le monde, il y a des jours qui sont durs. Et là, j'entends le petit mec qui est au tabac, qui est un mec qui est toujours pétillant, qui dit à une nana, ça va? Et là, la nana répond, oh, ça va super aujourd'hui et tout. Et ce ça va super m'a fait hyper du bien. Ça t'a redonné de l'énergie. Ouais, et je lui ai parlé, je lui ai dit, ça fait plaisir d'entendre ça, quoi, d'entendre quelqu'un qui va bien. Et puis finalement, eh ben, on s'est mis à parler ensemble. Et elle va venir s'asseoir là à côté de moi au mois de janvier. Elle est greffière en affaires criminelles. Elle instruit des dossiers. Elle va venir me parler de son métier. Ça n'a rien à voir avec le suicide dont je te parle, ce dont je te parle. Mais juste ça montre juste une situation où, eh ben, quand tu parles aux gens et d'un seul coup tu leur portes de l'attention, aujourd'hui on n'est plus habitué à ça. Je vais justement parler un petit peu de ton actualité. Tu nous as parlé de ta chaîne Twitch, tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, bah écoute, ça fait 3 semaines qu'on a commencé. On m'avait dit que c'était un sacré challenge, Twitch. Hein. Alors, on est pour recadrer, on est fin décembre 2025, donc ça fait 3 semaines. Ouais, ça fait 3 semaines. Bah écoute, on a déjà 88 abonnés payants, donc c'est super. C'est pas mal. Ouais. Et puis on a 900 followers au bout de 3 semaines, donc on est en moyenne devant 100 personnes tous les soirs. Alors ça va grandir. Moi, je sais qu'il faut que ma communauté soit au courant, qu'elle sache s'inscrire sur Twitch, alors que c'est hyper facile, mais voilà, c'est un autre canal que j'ai trouvé pour faire entendre aussi les anonymes, les gens qui rencontrent des embûches, des problématiques dans leur vie. Et cette chaîne Twitch, elle sert aussi à diffuser sur TikTok, où là, les témoignages font des 400 000, 500 000 vues, c'est assez incroyable. En 3 semaines, on a plusieurs vidéos qui sont à plusieurs centaines de milliers de vues. Et tu vois, ce sont que des anonymes. Ça prouve que les jeunes, quand ils tombent sur des histoires de vie qui ne sont pas ni du braquage, ni du trafic de dope, mais des histoires de vie, 400 000, 500 000 personnes, ça commence à faire du monde. Hein. Puis tu te sers de cette plateforme qui est très décriée pour ramener quelque chose Elle est très décriée, positif. Twitch. TikTok. Je parlais de TikTok. Ah oui, ouais. TikTok, d'accord. Tu te sers de TikTok. Parce que Twitch, c'est très... Twitch est un endroit, je trouve, hein, pour l'instant, très bienveillant. Et je crois que c'est la première fois que je rencontre un réseau social où les gens sont bien élevés. En tout cas, il n'y a pas eu un truc en 3 semaines. Alors, ça fait que 3 semaines que je suis là.
ça arrivera sûrement. Mais donc, oui, sur TikTok, moi, j'y vais jamais. Mais voilà, je travaille avec des gens aujourd'hui qui sont... Voilà, c'est un écosystème Ouais, tout à fait. entre ma chaîne YouTube, Olivier Delacroix officiel sur YouTube, entre la chaîne Twitch, le replay, le TikTok, le machin. Je t'avoue que moi, je m'occupe pas de ça parce Et que... ça permet de. Pour Oui, ceux ça qui nous permet écoutent d'avoir aujourd'hui, voilà. Une petite planète Olivier. Ouais, les gens consomment ton information de la manière dont ils le souhaitent. Voilà, exactement. Et puis, il va y avoir ce bouquin qui va me permettre aussi il me tarde d'aller parler de ce livre et surtout de répondre aux questions des uns et des autres. Tu Parce vas aller te que balader un petit peu dans les librairies pour parler aux gens. je vais surtout aussi faire beaucoup de promos Ok. dans les télés, dans les radios. Super. Parce que mon héros, en fait, souffrant du syndrome de l'imposteur, mon héros s'appelle Théo Sorgue, il a 42 ans et il est attaché de presse dans le milieu de la télévision. Donc il raconte tout ce qu'il a vu dans ce milieu, toute la violence de ce milieu. Tu vois, j'ai une connaissance qui s'est suicidée il y a 4 jours, qui était producteur, qui a eu de gros postes, et je te dirai en antenne qui c'est après, mais c'est un milieu très violent, où il y a énormément de gens qui sont en souffrance, mais comme dans plein de milieux. J'étais avec un agriculteur hier soir à qui on a abattu son cheptel, une décision gouvernementale qui était en grande souffrance. Je pense que c'est... je me fais le relais des gens qui affrontent. Donc du coup, en fait, tout cet écosystème, il permet avec la chaîne de Dans les Jeux d'Olivier aussi, Ouais. d'aborder toujours des problématiques souvent liées à la santé mentale. Et Et puis, j'invite tout le monde, hein, parce que là, on va avoir passé à peine 1 heure ensemble, donc c'est vrai qu'on survole ça presque, passe vite. même si je te remercie d'avoir été si avenant de nous avoir donné autant de détails sur ton parcours, sur ce que tu fais au quotidien. Mais j'invite tout le monde à aller voir tous les autres canaux sur lesquels tu es présent pour pouvoir avoir beaucoup plus d'éléments sur Mais ton oui, parcours. inscrivez-vous sur sur le parcours. Twitch, Ah oui. inscrivez-vous sur Twitch, inscrivez-vous sur YouTube et rejoignez-nous. C'est très facile de s'inscrire sur Twitch, très facile. C'est une adresse mail, un mot de passe, et puis après, sur la barre de recherche, vous me cherchez Olivier Delacroix. Il n'y a rien de plus facile. Et puis sur TikTok, sur YouTube, Ouais. c'est pareil. Voilà. On va arriver bientôt au terme de notre échange. Si tu devais transmettre, mais tu en as déjà transmis beaucoup, alors tu vas me dire si tu en as un, mais si tu devais transmettre un seul message à celles et ceux qui accompagnent une personne en crise suicidaire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Ce que je pourrais leur dire, c'est faites comme vous pouvez. Vraiment faites comme vous pouvez, mais faites. Surtout faites. Parce que après, on regrette de ne pas avoir fait. Donc, quand je vous dis faites, c'est tenter de se rapprocher, de parler, tout ce qu'on s'est dit, tenter de regarder l'autre, tenter de lui montrer que vous êtes là pour lui. C'est pas obligatoirement aussi dans la parole, le fait d'être là, d'écouter. Et puis, bien évidemment, je vous le redis, vous avez la possibilité d'appeler le 3114, qui est aujourd'hui vraiment un outil fantastique pour vous, les proches de personnes en souffrance. Le 3114 vous permettra d'avoir quelqu'un au téléphone qui va vous guider. Parce que là, moi, je vous dis ça, mais chaque histoire est tellement différente. On est tous il n'y a pas, avec nos mains, nous sommes tous uniques. Tu sais qu'il n'y a pas un être humain qui a les mêmes mains qu'un autre, et on est combien de milliards ? 8, 9 ? Je ne sais plus. Ça va être ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, nous sommes tous différents.
Et dans nos souffrances, nous sommes tous différents. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas donner un grand lexique du proche de la personne en souffrance. On ne peut que, et c'est en ça que le 31-14 est très important, c'est qu'en donnant des détails, des contours de la personnalité de la personne en souffrance, vous aurez quelqu'un de qualifié qui pourra vous dire un peu comment faire, parce que dans certains cas, parler à quelqu'un peut l'agresser et peut peut-être encore plus le pousser dans le retranchement. Donc c'est là où le 31-14 est très important. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on rappelle des professionnels 24 de heures santé sur 24, qui sont là. Et je pense que le meilleur conseil, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le 31-14 répond à ça. Et je suis allé filmer à Lille, là où tout a commencé. Ouais. Je suis allé, il n'y a pas longtemps, à un gala à Lille aussi, organisé pour le 31-14. Voilà, on a un gouvernement qui, visiblement, il y a un peu d'argent qui est mis sur le 31-14. On saisit un peu des choses, ouais. Qui ont un peu saisi qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui mettaient fin à leur jour ou qui attentaient à leur jour. Donc le 31-14, aujourd'hui, voilà, on vous répond. Donc voilà ce que je dirais aux proches de gens qui souffrent, profitez du 31-14. C'est vraiment aujourd'hui le premier canal qui peut sauver celui ou celle que vous aimez. Merci Olivier. Merci Merci Olivier à de la vous. Croix pour ce Merci. temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Happy Rencontre est une production de Dit Je suis là. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission ? Parlez-en autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditjessuislà.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.